Le long de l'extrémité du Pacifique, une tension silencieuse est en train de croître sous le plancher océanique. Dans l'ombre de la fosse des Kouriles, l'une des zones de subduction les plus volatiles de la planète, la croûte a commencé à se déplacer d'une manière qui inquiète même les géophysiciens les plus expérimentés. Tout a commencé avec les glissements lents, des mouvements presque imperceptibles que seuls les réseaux GNSS les plus sensibles ont pu enregistrer. Puis sont arrivés les essaims sismiques, des centaines de petites secousses qui ont traversé la croûte comme un avertissement codé. Mais maintenant, le fond océanique lui-même est en train de se voûter vers le haut. En seulement 4 semaines, les équipes de surveillance de l'Agence géophysique du Nord du Japon ont enregistré plus d'1,60 m de soulèvement vertical dans un segment de faille qui était resté silencieux pendant près d'un siècle. En termes géologiques, ce n'est pas un murmure. C'est le prélude à quelque chose de violent. À l'intérieur du centre d'alerte au tsunami de Sapporo, une salle remplie d'analystes observe les données, en direct défilé sur les écrans. Chaque nouveau graphique tombe comme un coup de marteau. Un spécialiste pointe une courbe ascendante. Le taux de déformation a doublé en 36 heures. Personne ne respire pendant un instant. Les modèles s'enchaînent les uns après les autres. Certains montrent un énorme glissement sous-marin. D'autres prédisent un méga-séisme de magnitude 9, une rupture assez puissante pour rivaliser avec les grands séismes du Pacifique du dernier millénaire. Pendant ce temps, en haute mer, les navires de recherche rapportent un deuxième signe tout aussi inquiétant. De larges colonnes de bulles de méthane émergeant de fractures récentes au fond de l'océan. Pour les géophysiciens, c'est sans équivoque. Les couches profondes commencent à se fracturer sous un stress extrême. Un nouveau passage satellitaire INSAR, pris ce matin, confirme la pire crainte de toutes. Une bande de déformation de 280 km serpente le long de la fosse, dessinant la signature classique d'un segment de mégafaille en train de se préparer à rompre. Le type de rupture capable de générer un tsunami qui frapperait le Japon, avant de se diriger vers l'Alaska, Hawaï, le Chili et tout le littoral pacifique occidental. Au bureau du réseau sismique russe à Petropavlovsk, le docteur Rogov le dit sans détour. Si cette zone cède d'un seul coup, nous pourrions faire face à quelque chose d'aussi grand, voire plus grand que la rupture de 1737, et aucun pays du Pacifique n'est vraiment prêt pour cela. Les simulations les plus récentes montrent que, dans le cas d'une rupture totale du segment, les vagues pourraient atteindre entre 30 et 40 mètres sur certaines côtes. Ce ne serait pas une inondation, ce serait une disparition. Les scientifiques des deux côtés du Pacifique ne débattent plus de savoir si quelque chose va se produire, mais quelle quantité va rompre et à quelle vitesse. Si la tension accumulée sous la fosse des Kouriles se libère d'un seul coup, le Pacifique connaîtra une nuit que le monde moderne n'a jamais vue. Si cette analyse vous a marqué, commentez « ça approche ». Si vous pensez que la fosse des Kouriles entre dans une phase critique. Dans le Pacifique Nord, les responsables de la gestion des urgences et les sismologues observent des chiffres qu'ils n'auraient jamais cru revoir. Après la rupture de juillet, le système de faille qui s'étend du Kamtchatka aux Kouriles ne s'est pas calmé, il s'est accéléré. Les secousses diminuent, mais les taux de déformation sous la fosse augmentent d'une manière indiquant que quelque chose de plus profond est en train de changer, quelque chose que les systèmes actuels n'ont pas été conçus pour enregistrer en temps réel. Chaque nouveau glissement augmente la probabilité, pas un peu, de plusieurs ordres de grandeur. Pendant des décennies, la probabilité annuelle d'un tsunami traversant tout le Pacifique était presque insignifiante. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, les chiffres sont bien au-dessus de la moyenne. Inconfortables, indiscutables. Et les failles ne sont pas seulement géologiques. Les rapports d'urgence en provenance du Kamtchatka révèlent une vérité brutale. Si un tsunami frappait aujourd'hui, la survie dépendrait plus de l'infrastructure que de la science.
Lors du dernier exercice à Petropavlovsk-Kamtchatski, moins de la moitié de la population a atteint les hauteurs sécurisées dans les 30 minutes critiques. Rues escarpées, ponts affaiblis et embouteillages ont transformé l'évacuation en compte à rebours mortel. Même avec une alerte parfaite, des milliers ne s'en sortiraient en pas. À Crescent City, en Californie, les modèles montrent le même cauchemar. Des voitures virtuelles piégées sur les ponts, pendant que la vague simulée avance. Le trafic n'évacue pas, il se fige. Et du trafic figé en zone de tsunami, c'est une condamnation à mort. Les hôpitaux seraient saturés en quelques heures. Les ambulances resteraient bloquées entre des conducteurs paniqués. Et le personnel médical ferait face à des décisions impossibles, tandis que les blessés afflueraient depuis chaque village côtier. Pendant ce temps, les systèmes d'alerte tombent en panne. Des villages entiers dépendent d'une seule sirène ou d'un fonctionnaire muni d'un mégaphone. Les réseaux mobiles s'effondrent lorsque des milliers d'alertes arrivent simultanément. Certains hameaux n'ont aucun système. Leur seule défense est une vieille radio ou le bouche à oreille. Les documents internes du réseau sismique russe révèlent encore plus de problèmes. Un mémo divulgué signale une réduction budgétaire de 38% depuis 2020. Des dizaines de capteurs essentiels sont hors service. 3 instruments océaniques, situés précisément là où l'essaim précurseur a été le plus intense, étaient éteints lors de la rupture principale. Les satellites ont enregistré la déformation, mais les capteurs qui devaient alerter avant étaient morts. Et pourtant, les modèles continuent de tourner. 15 minutes après la rupture, un mur d'eau se dirige vers le Kamtchatka. La première crête, 17 mètres. À Seokurilsk, certains secteurs atteignent 19 mètres, suffisamment pour engloutir le port et avancer à l'intérieur des terres avec une force impossible à arrêter. La géométrie irrégulière de la fosse concentre l'énergie dans des couloirs meurtriers où la hauteur de la vague double en quelques secondes. Un village sur une falaise est sauvé. Un autre, protégé par l'embouchure d'une rivière, disparaît de la carte. Au fur et à mesure que la simulation avance, le Pacifique devient une mosaïque de zones rouges. Crescent City affiche presque 2 mètres, suffisant pour rompre les digues et inonder le centre-ville. À Hilo, Hawaï, la première vague arrive avec 1,20 m, mais la deuxième et la troisième, amplifiées par la forme de la baie, sont les plus meurtrières. Et parmi toutes ces données, il y a une grand-mère à Petropavlovsk-Kamtchatski tenant la main de sa petite-fille, tandis que les sirènes hurlent. Elle se souvient des histoires de 1952, lorsque la mer a dévoré la moitié de la ville. Et maintenant, elle se pose la même question que ses parents. Où courir lorsque l'océan est plus rapide que toi? Mais les survivants à travers le Pacifique envoient un autre message. La préparation n'est pas théorique, c'est un réflexe. C'est la différence entre la panique et l'action. Connaître la route, la pratiquer, exiger des sirènes modernes, des capteurs fonctionnels, des rapports transparents. Parce que la prochaine vague arrivera, que ce soit l'année prochaine, le mois prochain ou avant. Et la prochaine vie sauvée pourrait être la vôtre. Commentez, préparez, si vous pensez que le Pacifique n'est pas prêt pour la prochaine grande vague. Le 4 novembre 1952, la fosse du Kamtchatka a déclenché l'un des événements sismiques les plus violents jamais enregistrés. Un méga-séisme de magnitude 9,0 et un tsunami qui a arraché plus de 2300 vies en quelques minutes. Aujourd'hui, plus de 7 décennies plus tard, les chiffres qui émergent des profondeurs semblent étrangement familiers. Les capteurs sous-marins confirment un soulèvement du plancher océanique entre 1,7 et 2,1 mètres, et les événements de glissement lent surviennent à un rythme jusqu'à 3 fois supérieur à la normale, reproduisant presque à l'identique les schémas qui ont précédé la catastrophe de 1952. Et l'année 2025 n'a fait qu'allumer davantage d'alarmes. La région a subi 7 séismes de magnitude supérieure à 7.
Et les modèles de l'USGS attribuent désormais une probabilité de 4% à un événement de magnitude 8 ou plus dans les 12 prochains mois. Un chiffre exceptionnellement élevé pour un séisme aussi extrême. Pourtant, le moment et l'ampleur de la prochaine rupture restent un mystère. Une partie des données critiques demeure classifiée, forçant les scientifiques à travailler presque à l'aveugle. La réalité est claire et préoccupante. La méga-faille du Kamtchatka évolue plus vite que ce que nous pouvons prévoir. Mais tandis que le Pacifique observe le Kamtchatka, un autre géant se réveille. L'Etna, l'un des volcans les plus actifs de la planète, vient de surprendre les géologues avec une éruption sans précédent dans ses 3500 ans d'histoire documentée. Une roche brillante, incandescente, n'ayant aucune ressemblance avec un basalte ou une andésite connue, a jailli du cratère. Sa composition est si étrange que 3 des plus grands laboratoires européens n'ont pas réussi à la classer. Presque au même moment, un flux pyroclastique est descendu le long de ses pentes et les enregistrements sismiques ont révélé des changements profonds dans sa structure interne. La dernière fois que l'Etna a montré une instabilité similaire, c'était avant un effondrement préhistorique qui a déclenché un tsunami en Méditerranée. Si ce n'est pas un avertissement, que cherche donc à nous dire l'Etna? L'inquiétude que suscite l'Etna est légendaire. Durant plus de 80% des années recensées, le volcan a montré quelques formes d'activité éruptive. Plus de 60 éruptions ont été documentées, rien que durant le dernier siècle. Les archéologues ont trouvé des traces d'éruptions remontant à l'époque romaine, et même à des établissements de l'âge du bronze enterrés sous la roche volcanique. Son sommet change constamment. De nouveaux cônes apparaissent, les cheminées se déplacent, les cratères s'ouvrent et s'effondrent comme si la montagne respirait. Mais tout ce dynamisme n'est que la surface. Sous l'Etna se trouve un réseau caché de chambres magmatiques, failles, fractures et conduits en mouvement. Une cartographie souterraine que nous commençons à peine à comprendre. Chaque éruption est un message, et la dernière semble écrite en lettres capitales. Alors que la pression tectonique s'accumule sous le Pacifique et que l'énergie volcanique se réorganise sous la Sicile, les deux régions partagent une même vérité. La nature avertit toujours, mais elle n'attend pas. Commentez « Alerte » si vous pensez que ces signaux ne devraient pas être ignorés.